Les données géographiques peuvent être mobilisées sur plein de sujets. Elles peuvent permettre d'évaluer les risques. Elles peuvent évaluer l'étendue des dommages. Elles aident au déploiement des forces, au suivi des forces sur le terrain, pour faire des situations tactiques, pour géolocaliser des appels de détresse, pour communiquer. Tout le monde a besoin d'informations fiables. Tout le monde a besoin d'informations à jour. Donc c'est un vrai défi quand le temps s'accélère. Parce qu'en situation de crise, le temps s'accélère. Et en plus, il faut à la fois être à l'écoute de tout le monde et respecter aussi sa propre chaîne de commandement pour être pleinement opérationnel. Les SDIS ont aussi un panel assez large de services qui les épaulent pour bien réaliser les interventions, et aussi donc un service ou des services cartographie ou SIG. Après, pour parler spécifiquement de la data, il y a plusieurs temps. On a tout un temps de préparation avec une collecte de l'information. Alors, au niveau du SDIS de la Gironde et des SDIS d'Ancienne Aquitaine, on a la chance de travailler depuis le début en collaboration aussi avec le GIP ATGRI. Et donc il y avait tout ce travail de collecte d'informations telles que les réseaux routiers, les pistes, les aménagements de points d'eau et autres qui nous permettent d'avoir de l'information en amont de la crise. Et ensuite de pouvoir mettre également en lumière au moment de la crise, en y rajoutant des informations. C'est toute la force de l'outil SIG que de pouvoir rajouter les informations propres à la crise sur les informations collectées en amont. À une époque, le chasseur donnait le nom à une piste, les pompiers donnaient un numéro et les forestiers l'appelaient avec le chafre du coin. Dans le résultat, on avait plusieurs noms pour la même piste et personne s'y retrouvait. Et puis lorsqu'il y avait des colonnes de renfort qui arrivaient de l'extérieur, ils avaient une vulgaire carte Michelin. Donc on a essayé de tout mettre en ordre. Et c'était pas facile parce qu'il y avait 1 200 000 hectares à couvrir. Donc on est dans les années 90. Et donc on a essayé de se mettre toutes les données. Depuis, on l'a enrichi. Et c'est dans le seul but d'être le plus opérationnel possible et le plus rapidement possible. Nous avons eu un été particulièrement difficile. Vous savez, je vous donne un seul exemple. Ils ont eu des milliers de collègues à eux qui sont venus. Et sur un feu, ils ont été obligés de défendre 1770 maisons en l'espace de 3 jours dans le massif de l'Andiras 1. Alors, on a brûlé quelques maisons, mais on en a sauvé beaucoup. Et c'est parce qu'elles étaient identifiées. C'est parce qu'ils savaient où elles étaient. Et donc, ils ont pu faire tout ce travail de fourmi. Et donc, bien sûr, il vous manquera toujours quelque chose, mais ça, c'est l'évolution de notre système. Et on fera en sorte de continuer à le faire évoluer et à faire en sorte que l'on réponde à leurs questions, aux nôtres, et à pouvoir se positionner pour les élus. Parce que les élus, ils ont besoin d'une réponse rapide. En l'espace de 30 secondes, vous lui montriez l'importance et la difficulté de la situation. Et ça, c'est la carte, il n'y a rien de mieux. Et pour ça, il faut l'enrichir. Il y a plusieurs niveaux de crise au sein d'Enedis. Et le niveau de crise qu'on va appeler ultime fait appel à ce qu'on appelle en interne quelque chose qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, qu'on appelle la FIR, la Force d'intervention rapide électricité. Et cette FIR, c'est une organisation qui est quasi militaire. On a des termes militaires, on parle de cohortes, etc. Donc avec des groupes qui sont autonomes dans les données météo, avec des prévisions avec un module d'intelligence artificielle qui dit en fonction de l'orientation du vent, de la période de l'année, parce que est-ce qu'il a plu ou pas avant, parce que s'il a plu, les arbres, les racines tiennent moins bien. Est-ce que selon la période de l'année, il y a plus ou moins de feuilles, donc un arbre a plus ou moins de prise au vent, il peut plus de probabilité de tomber, etc. On a des modèles statistiques qui nous donnent une prévision des dégâts. D'accord. Voilà. Et ça, on l'a en général 24 heures à l'avance, dans le cas du vent, qui est là. Une crise qui va bien se passer, c'est une crise qui va avoir été bien anticipée. Aujourd'hui, 2 satellites CSO en orbite basse, capables d'imager presque tous les points du globe. Bientôt un 3e également. Cette capacité, elle est également complétée par une capacité duale, Pléiade haute résolution, un service commercial Pléiade Néo et également de l'échange capacitaire, c'est-à-dire on échange de la donnée
avec des partenaires, principalement l'Italie avec le système Cosmos SkyMed et l'Allemagne avec le système SAR-Lupe pour des images radar. Ils servent à 3 missions principales. La première, c'est le renseignement et la veille stratégique, c'est-à-dire la surveillance de sites militaires ou autres, en tout cas d'intérêt majeur, et également le respect de conventions internationales. Le deuxième point, c'est l'appui spatial aux opérations, c'est-à-dire à partir de moyens placés dans l'espace et de capteurs placés dans l'espace, j'appuie au plus près le niveau opératif et tactique, et par exemple je peux faire du ciblage. Et le troisième moyen, c'est justement la caractérisation de l'environnement avec des modèles numériques de terrain ou des modèles numériques de surface. Une fois que j'ai plein de données, qu'est-ce que j'en fais? Où je le stocke? Comment je l'analyse? Comment je produis du renseignement? C'est-à-dire à partir d'une donnée ou d'une information brute, comment je produis une information qui a un sens opérationnel? Et ensuite, comment je le diffuse à la bonne personne, au bon moment, sur le terrain? Et ça, c'est véritablement les défis auxquels on est confrontés. En fait, on se rend compte qu'avec les réseaux sociaux, il y a énormément de données qui sont échangées, notamment les photos, des vidéos. Et en fait, le but de ce groupe Viso, en fait, c'est de faire de la veille de réseaux sociaux. Alors, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, une multitude pour le coup. On n'est pas mono-réseau pour le coup, parce que maintenant les usages évoluent, donc il faut suivre un peu tout ça. Et donc on fait de la captation de renseignements qu'on met à disposition effectivement des gestionnaires de crise. Alors ça peut être préfecture, SDIS, le COGIC, donc au niveau du ministère de l'Intérieur. Et moi, mon rôle spécifiquement, c'est quand il y en a besoin, c'est de mettre en carte ces informations-là. On est très bon tant qu'il n'y a pas de crise. Quand il y a une crise, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette. Alors en l'occurrence, moi c'était le 18 août, 8h21, coup de vent, 8h41, fin du coup de vent, 20 minutes. 20 minutes hallucinantes. Et au bout de 1 minute, plus d'électricité, au bout de 3 minutes, plus de téléphone, plus de VHF, et au bout de 5 minutes, plus de radio. Alors dans ces cas-là, on se débrouille, alors on mobilise les pompiers, on mobilise les militaires, le 2e régiment étranger de parachutistes, et puis on se barre sur les routes avec des camions, une tronçonneuse, un pompier, un militaire, et puis on essaie d'ouvrir des routes, on essaie de faire je sais pas quoi. Et là, on se rend compte à quel point c'est catastrophique de ne pas avoir de l'information géographique. C'est à quel point c'est catastrophique de ne pas avoir de données en temps réel. Parce que, bien sûr, on dispose des cartes, on dispose des informations qu'on avait avant la crise. Mais de ne pas savoir ce qui se passe et comment ça évolue, ça, c'est catastrophique. Il y a d'autres pays où c'est en place depuis 2 ans. Je pense notamment à la Grèce, où ça a sauvé plein de vies dans les cas d'incendie. Donc, on est en retard. Il faut qu'on le fasse. Ça va se faire. Ça devait se faire au 1er janvier. C'est une obligation. C'est en cours. Mais il faut que ça aille beaucoup plus vite que ça ne se fait aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que les relais GSM aient des capacités de fonctionnement quand le réseau est en défaut. Et ça ne semble pas très, très compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Donc, à partir de là, si on a de l'information en amont et si on a ensuite de l'information potentielle ou possible pendant la gestion de crise, ça va beaucoup mieux. L'information en elle-même, elle doit être travaillée, analysée, recoupée pour en faire du renseignement. En fait, c'est sur la base de ce renseignement que le décideur va pouvoir finalement décider. Dans le temps de crise, on peut avoir de nouveaux types d'informations qui vont rentrer, donc soit directement par les acteurs de terrain, soit par Internet et effectivement aussi des nouvelles technologies. Sur l'Andiras, on se retrouvait avec de nombreuses poches de végétation non brûlée et la photographie satellite nous a vraiment permis de le voir et de pouvoir donc optimiser et concentrer les moyens sur ces endroits les plus sensibles. Maintenant, il faut voir que le renseignement s'est obtenu par une fusion, une cohérence globale de tous les capteurs, c'est-à-dire des 5 milieux, c'est terre, air, mer, cyber et spatial. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la guerre dans notre coin et en silo. Ces informations, elles, sont diffusées, sont pré-traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle et sont ensuite, comme je l'ai dit en introduction, ventilées, diffusées vers les opérationnels qui, eux, appliqueront leur savoir-faire sur cette donnée, qui n'est déjà plus une donnée brute, mais une donnée pré-travaillée. Donc il y a déjà tout ce système de fusion qui est extrêmement important parce qu'effectivement, avoir une masse de données mais ne pas savoir quoi en faire et qui n'est pas dans le même format, ça ne sert absolument à rien. Il n'y a rien de pire dans une crise que de se précipiter au début du coup de vent en disant « j'y vais, je vais réparer », etc. Parce que là, on ne sait pas comment va évoluer la crise.
Et on ne peut pas prioriser. Et la question de priorisation est extrêmement importante. Quand il y a des crises, ils vous disent on ouvre un centre d'hébergement d'urgence à la salle des fêtes. Ouais, mais elle est où? Et en fait, on se rend compte que les collectivités, quand elles communiquent, elles présupposent que tout le monde sait où est la salle des fêtes. Nous, notre leitmotiv, c'est si tu veux la paix, prépare la data. Je crois que ça aurait pu donner en latin Pax Volens Paradata. Et comme l'a très bien dit le colonel, c'est pas le tout de préparer de la data. Il faut savoir comment on va l'intégrer dans la chaîne de commandement. Comment elle va être valorisée? Comment est-ce qu'on va, en fonction des problématiques, qu'on soit la gestion d'un marathon avec des milliers de personnes qui courent dans une grande agglomération dans un contexte d'attentat, quelles sont les données qu'on va utiliser, comment on va les qualifier et comment on va les faire rentrer dans la chaîne de commandement. Et donc non, on ne fait pas assez d'exercices. Il y a aussi une dimension qu'il faut qu'on prenne en compte, et je parle que du territoire métropolitain, c'est que si vous prenez un exercice type une manifestation par exemple, aujourd'hui, il y a certes des services de l'État qui sont impliqués, il y a des SDIS, mais il y a de plus en plus de services qui viennent des collectivités. La police municipale, qui est plus ou moins importante, mais il y a les services de transport. Et donc oui, il faudrait faire plus d'entraînement, Pax Volens, Paradata, mais aussi l'utilisation de cette chaîne de commande. Il a fallu expliquer aux autorités, il a fallu expliquer à nos mandants, il a fallu expliquer aux élus, et tout ceci, s'il n'y avait pas eu la cartographie, s'il n'y avait pas l'échange de données, nous n'aurions pas pu le faire.